Bienvenue au 4e épisode de la 2e édition du podcast MFNU. Nous sommes aujourd'hui avec le chef de délégué Elif Karsu et Dora Altu, ainsi qu'avec l'état-major d'AG3, Bilge Öztürk. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Bilge et je serai l'une des états-majors du comité AG3 cette année à MFNU. Bonjour, je m'appelle Elif et je suis une des chefs de délégué cette année. C'est mon 3e année à MFNU. On travaille pour cette conférence il y a 7 mois et nous sommes très ravis de vous rencontrer tous à 6 décembre. Bonjour, je m'appelle Dora et je suis aussi votre chef de délégué au MFNU 24. Comme Elif avait dit, nous préparons à cette conférence depuis 7 mois et nous avons hâte de vous rencontrer dans une semaine. Merci. Et premièrement, quel est le sujet d'AG3? Pouvez-vous expliquer vraiment ce sujet? Alors, les deux sujets qu'on va aborder cette année au J3, le comité social, culturel et humanitaire, sont la normalisation de la haine en ligne, à laquelle on va se concentrer un peu plus aujourd'hui, et le révisionnisme, donc la réécriture de l'histoire par les États. Alors, le premier sujet, donc la normalisation de la haine en ligne, se base particulièrement sur la communication et son évolution avec l'émergence de l'Internet. L'Internet apporte bien sûr une grande quantité de nouveautés, de contributions au domaine de la communication et promeut l'expression libre des idées, mais il faut également souligner qu'il soulève des défis, notamment celui de la normalisation et de la propagation de la haine en ligne, qui est notre sujet. Et donc l'Internet marque alors le début d'une nouvelle ère pour le partage d'informations, mais aussi pour l'expression des sentiments comme la haine, la violence, etc. D'ailleurs, tous ces messages haineux circulant sur les réseaux sociaux ont la capacité d'atteindre un public bien plus large, même si ce public ne le souhaite pas, puisque si moi je partage quelque chose avec vous maintenant, vous serez les seuls à le recevoir. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, on a la chance de vraiment atteindre un public plus large, même s'ils ne souhaitent pas. Voilà, d'un côté, c'est bien, c'est bénéfique pour le partage d'informations, mais d'un autre côté, ça peut soulever des défis au niveau des partages de la haine, etc. Et pour le deuxième sujet, donc, il s'agit d'une réévaluation de l'histoire connue sous des perspectives différentes, faisant émerger des récits historiques variés et différents. Bien que les révisionnismes puissent être légitimes, ils peuvent également être utilisés comme des outils de manipulation. Et donc, faire la différence entre ces deux aspects est donc très important et constitue l'un des sujets du comité. Merci. Deuxièmement, quel public est spécifiquement affecté par ces comportements haineux et discriminatoires? Quelles sont les raisons principales? Alors, le comportement haineux et discriminatoire affecte principalement les minorités ethniques, religieuses, ainsi que les groupes socio-économiquement défavorisés. Et ces groupes sont ciblés en raison de préjugés, de stéréotypes et de peurs irrationnelles alimentées par l'ignorance. Et des facteurs historiques comme des discriminations systémiques ou des inégalités structurelles jouent également un rôle clé. C'est bien évidemment les minorités, mais la minorité dont je parle ne se borne pas avec la nationalité. Les personnes handicapées et même les femmes sont incluses dans cette minorité. Nous vivons dans un monde où les personnes peuvent être ostracisées à cause de leur apparence ou bien en raison de ce qu'elles aiment. Pour illustrer, à cause de leur genre de musique préféré, loisirs préférés, etc., nous interférons dans la vie privée des autres, même dans ce qu'ils aiment, et c'est l'une des raisons pour laquelle ils sont discriminés. Merci. Quels effets la normalisation de la haine en ligne a-t-elle sur la psychologie de la population? La normalisation de la haine en ligne a des effets sur la psychologie de la population. Pour les individus directement visés, elle engendre un stress chronique de l'anxiété et ces attaques constantes souvent créent un sentiment d'insécurité et d'exclusion sociale. La haine en ligne alimente la polarisation sociale et renforce les divisions, créant un climat de méfiance et de tension. Comme Elif avait dit, la santé mentale est la cible de la haine en ligne et elle est gravement menacée puisque les adolescents utilisent les réseaux sociaux plus que les autres groupes d'âge et sont les victimes principales. Et la haine en ligne qui peut émerger sous forme de divers outils de réseaux sociaux comme les commentaires, les vidéos, les publications. La haine peut être le déclencheur de problèmes de santé comme l'anxiété, la dépression et dans le cas extrême, qui est la conséquence la plus épouvantable, idéation suicidaire. Merci. La liberté d'expression sur Internet ne semble pas avoir de limites, chacun pouvant exprimer ce qu'il veut sur un événement ou une personne. Comment est-ce qu'on peut exercer cette liberté de manière responsable et en respectant les lois, car elle peut entrer en conflit avec les droits des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de discours de haine? Pour exercer la liberté d'expression sur Internet de manière responsable tout en respectant les lois et les droits des autres, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'expression individuelle et le respect des valeurs fondamentales comme la dignité humaine. Tout d'abord, il convient de comprendre que la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle est encadrée par des lois qui interdisent les discours de haine, les incitations à la violence et la discrimination. Les plateformes en ligne jouent aussi un rôle clé. Elles doivent mettre en place des outils de modération efficaces et sensibiliser leurs utilisateurs à l'impact des paroles en ligne.
En fait, la liberté d'expression doit être exercée dans le respect des lois et des droits des autres. Et en fait, ça inclut d'éviter les propos péjoratifs ou discriminatoires et promouvoir des débats constructifs qui enrichissent la compréhension mutuelle. Et comme elle a dit, Elif, les plateformes jouent un rôle important et en fait, ils doivent éviter la censure abusive. Enfin, la sensibilisation au respect mutuel et une éducation numérique adaptée sont cruciales pour promouvoir un usage responsable de la liberté d'expression en ligne. Merci. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil de régulation pour pouvoir indiquer, analyser et gérer le contenu numérique contenant des messages haineux? En fait, dans ces temps contemporains, c'est l'une des solutions les plus répandues, puisque l'intelligence artificielle peut analyser et modérer les contenus grâce à des algorithmes de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique. Par contre, elle pose des défis tels que la surmodération, pouvant limiter la liberté d'expression, ou une sous-modération qui laisse échapper le contenu inapproprié. Alors, pour ma part, j'ai toujours des doutes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil de régulation, car cela peut nous amener à un état de censure ou un état qu'on ne peut plus recevoir de nouvelles. À mon avis, il y a toujours un processus de développement pour que l'intelligence artificielle soit un mécanisme de contrôle et pas une limite à la liberté d'expression. Je pense que certains gouvernements peuvent en profiter. Merci. En novembre 2023, le Conseil de l'Europe constate que la pandémie de COVID-19 a causé une augmentation de la haine en ligne. Comment cette pandémie a-t-elle causé une telle augmentation? Il est vrai que la pandémie a bouleversé nos vies. Il y avait un grand accroissement dans l'utilisation d'Internet puisqu'on avait un nombre limité des activités qu'on peut exercer chez nous. Même les personnes âgées et les plus petites commencent à utiliser l'Internet et cela a créé une atmosphère fertile pour la haine en ligne. Comme elle a dit Dora, ce bouleversement, l'isolement, la frustration due à la pandémie ont poussé les gens à utiliser davantage les réseaux sociaux, et ce qui a donc assuré l'environnement fertile pour les discours haineux. Et cela a particulièrement ciblé les communautés asiatiques accusées à tort de la propagation du virus. Je pense que tu vas... La pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation de la haine en ligne pour plusieurs raisons. Alors, les périodes de confinement et les restrictions sanitaires ont poussé une grande partie de la population à passer davantage de temps sur Internet et les réseaux sociaux. Par ailleurs, la pandémie a ravivé certains préjugés, notamment envers des groupes perçus comme responsables de la propagation du virus, tels que les personnages d'origine asiatique qui ont été victimes de racisme et de xénophobie. Et les débats sur les mesures sanitaires, comme les vaccins, et port de masque ont également divisé les opinions et créé un terrain fertile pour les attaques personnelles et les discours haineux. Merci. Dernièrement, quelles solutions pouvons-nous trouver pour lutter contre ce problème rencontré partout dans le monde? Il y a plein de solutions qui sont déjà mises en place, mais elles sont insuffisantes pour combattre la haine en ligne. L'éducation est la solution primaire car les personnes conscientes de ce qui se passe autour d'elles et ce que la normalisation de la haine en ligne peut apporter comme un dégât sur l'union et la solidarité de la société seront des internautes responsables. L'éducation au numérique doit être renforcée pour sensibiliser les citoyens dès le plus jeune âge à l'utilisation responsable d'Internet et l'importance du respect des différences. Parallèlement, il est crucial d'adapter les lois et de renforcer leur application pour sanctionner les discours haineux tout en préservant la liberté d'expression. Les plateformes numériques, de leur côté, doivent être responsabilisées à travers l'utilisation d'outils de modération efficaces et la mise en place de politiques transparentes pour détecter et supprimer rapidement les contenus haineux. Merci, chers auditeurs. C'est la fin du 4e épisode. Rendez-vous à la prochaine. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.